Bonjour tout le monde, ici Julien Deromo, le fondateur de Pilotine. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire en compagnie de Juliette. Nous avons du coup sur la droite, vous voyez le chat là qui est bien visible. Donc vous pouvez poser toutes vos questions ou autres. Juliette, je pense, prendra le temps, soit fin, soit en cours de route pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez faire un coucou à tout le monde. En tout cas, bonjour à tous. Donc voilà, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et surtout d'accueillir Juliette, qui est une passionnée et championne du design thinking. Elle a travaillé 4 ans dans le groupe SEB. Elle a travaillé sur les soins de la personne et de la coiffure. Elle va vous raconter quelques petites anecdotes, notamment elle est allée espionner des gens dans leur salle de bain. Attention, spoiler, on va voir ce qui va se passer. Elle va vous parler aussi de personnes qui vont aussi espionner des enfants dans les cours d'école, les choses comme ça. Vous allez voir, ça va être un peu bizarre, mais ça lui permet en fait de réaliser ses missions et de pouvoir justement atteindre son but. Donc, tout ça. Elle travaille aussi avec des anthropologues. Elle a fait plein de trucs vraiment cool. Vous allez pouvoir voir toutes les étapes clés, qui rencontrer, avec qui travailler, comment faire. Elle va vous montrer aussi des outils qui vont vous permettre d'aller jusqu'au bout de la démarche, de le faire par vous-même, de faire son persona, peut-être parcours utilisateur ou autre. Elle vous montrera ces petits trucs et astuces. Et ce qui est cool, parce que moi, je suis plutôt un bourrin en général et j'aime bien que les choses aillent vite et je prends pas trop le temps des fois de penser les choses. Elle va vous montrer et du coup, j'ai aussi beaucoup d'échecs. Hein. Elle va vous montrer, Juliette, que grâce à ces méthodes, elle a toujours plutôt de très très bons résultats. Et en fait, ces méthodes vont permettre de lancer des choses rapidement, mais bien pensées, mieux pensées que ce que je pourrais faire. Et donc, du coup, sa méthodologie et tout ce qu'elle va vous présenter c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat. Sachez que vous allez retrouver toute la présentation de Juliette 2 heures après la fin du webinaire, plus le replay pour ceux qui sont intéressés et ceux qui veulent le diffuser à leur entourage. Donc du coup, Juliette, bonjour. Je te laisse te présenter rapidement et en tout cas, je te laisse attaquer. À très vite tout le monde. Ciao, ciao. Donc bonjour à tous, donc merci d'être là ce matin. Donc je suis consultante en stratégie d'entreprise. J'accompagne des entrepreneurs, des startups ou des plus grandes entreprises dans la définition de leur stratégie et notamment marketing et stratégie d'innovation. Et donc, dans ce contexte, je travaille beaucoup en design thinking. Donc, je suis pas designer de base et pourtant, je me suis vraiment approprié cette méthode que je trouve très efficace. Donc, je vais partager avec vous ma présentation. Hop, je reviens au début. Donc, le sujet que j'ai choisi, donc c'est vraiment le design thinking comme source d'innovation et de transformation des entreprises. Donc, du coup, on va balayer le mode de pensée, la méthode pour innover, une approche qui est centrée sur l'humain, les étapes clés, le design thinking donc comme source d'innovation viable, le pouvoir de penser pour les entreprises et les limites aussi de cette méthode. Donc c'est une méthode et c'est aussi une manière de penser, donc qui a été inspirée par les designers, notamment Tim Brown qui a vraiment développé cette approche, qui est donc du coup une approche génératrice de l'innovation centrée sur l'humain. Donc c'est une méthode, une démarche de conception globale qui va permettre de générer des nouvelles solutions pour créer de nouveaux produits, de nouveaux services. Et pas que, ça va permettre aussi donc de délivrer une expérience unique. Donc pour ce faire, on va devoir aller à la rencontre, écouter ces utilisateurs qui sont in situ, donc dans leur milieu naturel. Et c'est une méthode qui est pas nouvelle, elle a quand même plus de 50 ans, mais elle est en train d'exploser en ce moment parce qu'on va le voir à la fin, on gagne du temps et on gagne de l'argent vraiment en appliquant le design thinking. Donc, plus qu'une méthode, c'est une démarche inspirée par les designers. Donc, les designers ont le pouvoir de penser de façon large, donc un mode de pensée holistique, systémique, où ils vont observer les interactions, les utilisations, les expériences et venir détecter ce qu'on appelle les points de tension, les pain points, les difficultés.
il y a vraiment quelque chose à garder, un cap à garder au travers de toute cette méthode et des analyses, des études qu'on va faire. C'est vraiment besoin et expérience utilisateur. Donc, c'est un travail aussi collaboratif. Donc, il y a un trio indispensable qui est le designer, l'ingénieur et le marketeur. Donc, le designer, il est indispensable. Il a justement cette vision large, ce pouvoir de détecter les difficultés et de pouvoir matérialiser les nouvelles idées qui vont arriver. J'entends plein de pop-up, je vais juste regarder si tout se passe bien. Donc du coup, voilà, je regarde en même temps un petit peu vos questions. Donc la pensée holistique, c'est vraiment une pensée dans sa globalité, de pas regarder juste à un moment donné une interaction, mais d'avoir vraiment dans le scope toutes les interactions, l'écosystème de l'utilisateur. Il peut interagir avec des objets, avec des services, avec des produits connectés, avec d'autres personnes, et regarder vraiment ce parcours, donc dans une vision large, avec donc le cap à garder, besoin et expérience utilisateur. Un travail collaboratif, donc du coup, bien sûr, donc le designer va matérialiser les idées. L'ingénieur va être là aussi pour apporter sa compétence technique. Il va être là pour apporter une solution technique, sa vision en termes de faisabilité et une créativité du coup nouvelle sur des aspects un peu plus concrets et on va dire un peu plus pragmatiques. Et puis ensuite, il y a donc le marketeur ou marketeuse qui est indispensable car il connaît parfaitement son marché. C'est le garant du marché, de son utilisateur. Il sait ce qui a bien marché dans le passé, ce qui a moins marché. Donc, il a vraiment un retour d'expérience indispensable. Et ça va être vraiment le lion pour, du coup, développer un nouveau projet et créer, c'est l'objectif, créer et développer une nouvelle solution. Donc, ces méthodes collaboratives s'appuient sur une équipe de travail aussi pluridisciplinaire qui va intégrer aussi à certaines étapes de nouvelles compétences, d'autres compétences, et ça a le pouvoir aussi de décloisonner, de désiloter entre guillemets les modes de pensée, les services, les départements au sein d'une entreprise. Alors, quelles sont les compétences complémentaires nécessaires? Ça peut être faire intervenir quelqu'un qui s'y connaît dans un secteur d'activité très précis, la santé par exemple. Ça peut être quelqu'un qui maîtrise des compétences digitales, si on est sur une solution digitalisée. Ça peut être aussi des professionnels qui sont au contact direct des clients. Donc pour ma part, j'ai travaillé plus de 4 ans sur le secteur de la coiffure. Forcément, je faisais intervenir des coiffeurs qui sont au quotidien en contact avec les clients. Ça peut être également des personnes qui sont au sein du service client et qui ont des retours quotidiennement. Donc, c'est une approche, une méthode qui est basée sur un collectif, un travail collaboratif, et cette pluralité de profils va vraiment générer de la créativité et penser du coup un peu plus out of the box et créer une émulsion pour être encore plus créatif. Et pour aller encore plus loin, ce qui est intéressant d'associer au design thinking, c'est ce qu'on appelle le co-design ou la co-construction avec des utilisateurs, des consommateurs. C'est-à-dire que dans ces séances, on va le voir, de créativité, c'est faire intervenir, inviter des utilisateurs qui répondent au profil, à la cible identifiée, ce qu'on appelle aussi les personas. On va voir comment est-ce qu'on crée des personas. Et ces utilisateurs vont avoir un mindset, un raisonnement différent des nôtres, qui peut être aussi complémentaire. Donc, on l'a dit, c'est une approche centrée sur l'humain dans la méthode de travail, en faisant intervenir les utilisateurs, mais aussi parce qu'on démarre par l'exploration des individus in situ dans leur milieu naturel. C'est vraiment indispensable pour commencer la démarche design thinking. Donc, le cœur du processus, c'est vraiment d'aller chez l'utilisateur.
Donc pour ma part, j'ai fait beaucoup d'entretiens dans les salles de bain pour voir comment est-ce que les hommes, les femmes procèdent dans leur routine de coiffure. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Quels produits cosmétiques? Quel appareil de coiffure? Comment? Dans quel ordre? Quels sont vraiment tout le parcours, toutes les routines pour observer et les questionner sur leurs valeurs, observer leurs pratiques, leurs besoins, leurs attentes. Pour ce faire, j'ai été accompagnée d'une anthropologue. Donc, les sciences sociales ont vraiment un rôle primordial à jouer. C'est vraiment important si on veut une analyse profonde, une analyse vraiment poussée, de se faire accompagner par un sociologue, un ethnologue, un anthropologue pour aller vraiment plus loin, ouvrir le champ des possibles. Et ils sont là aussi pour venir lier ce qu'ils observent, les observations, les vérités terrain, et puis ce qu'on appelle aussi les mégatrends, donc les grandes tendances sociétales, et faire donc le lien pour pouvoir identifier les déclencheurs, les drivers qui vont être nécessaires à garder en tête pour concevoir, dessiner la future solution. Je répondais à vos questions par la suite, parce que pour l'instant, je les vois pas sur mon écran. Et je vais passer directement aux étapes clés du design thinking. Donc, on a vu que c'était une méthode avec un travail collaboratif basé sur l'observation de ses clients, de ses utilisateurs dans leur milieu naturel. Et il y a donc plusieurs étapes. Alors, en fonction de vos sources, vous pouvez trouver certaines personnes qui vont vous dire il y a 7 étapes, il y a 5 étapes, il y a 3 étapes. En tout cas, ce que l'on retrouve nécessairement, systématiquement, c'est vraiment, premièrement, l'empathie client, savoir se mettre à la place du client, comprendre pourquoi il fait ça, dans quel objectif. Ensuite, définir son besoin, de quoi il a besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être amélioré ou qu'est-ce qu'on pourrait créer complètement de A à Z pour venir combler et répondre à une attente nouvelle. Ensuite, en termes de créativité, il va falloir générer des nouvelles idées, donc rentrer en phase qu'on appelle d'idéation, donc poser sur le papier toutes les idées que l'on a en tête. Et là, on le fait vraiment en équipe élargie. On ne reste pas en trio marketeur, designer, ingénieur, mais on va faire intervenir vraiment des compétences complémentaires et pourquoi pas des utilisateurs pour générer encore plus d'idées nouvelles. Par la suite, il y a après le prototypage. Donc, le prototypage, on va venir sélectionner les meilleures idées et les matérialiser, les conceptualiser pour rentrer par la suite en phase de test. Donc, faire tester, confronter le prototype à des utilisateurs lambda et voir comment est-ce qu'ils interagissent et récolter, collecter les pistes d'amélioration pour venir façonner, pivoter, améliorer le concept. Alors, je rentre un peu plus dans le détail de ces étapes. Donc, premièrement, la phase vraiment d'immersion, empathie, recherche du besoin utilisateur. Quelles sont les questions à se poser? Donc, bien sûr, c'est qui sont mes utilisateurs? Qui sont mes utilisateurs aujourd'hui ou demain, mes prospects et peut-être qui ne sont pas aussi mes utilisateurs et pourquoi ils ne sont pas mes utilisateurs. Donc, c'est se mettre à la place, les observer, comprendre leur aspiration, regarder comment est-ce qu'ils agissent, pourquoi, dans quel environnement. Et là, on retrouve donc du coup un petit peu la vision holistique avec quelle interaction, quel acteur, quel écosystème, dans quelle étape, avec quelle étape ils agissent, avec qui et pour atteindre quel objectif. Et là, ce qui est vraiment intéressant dans cette phase, c'est de mettre vraiment le doigt sur les difficultés, les points de tension observés. Donc, dans le parcours, ce qu'on appelle le parcours utilisateur, avant l'achat, pendant l'utilisation du service, du produit et après, quelles sont vraiment les difficultés et du coup les points qu'on va devoir travailler pour fluidifier l'expérience. Et donc, on va pouvoir ensuite reformuler le besoin. Donc, l'utilisateur a besoin d'un meilleur appareil de brushing parce que c'est
hyper compliqué, ça lui demande un effort physique extrême et ça lui prend beaucoup trop de temps. Ça peut être l'utilisateur a besoin d'avoir un service de coaching professionnel sur mesure parce que des formations standardisées, ça ne lui convient pas et il a besoin d'avoir des services avec un avancement sur mesure en fonction de lui, de son besoin. Et donc pour ce faire, on réalise donc des études qualitatives. Qu'est-ce que c'est? C'est des interviews, donc ça peut être téléphonique ou bien en face à face. Ça peut être donc chez lui, ça peut être si c'est donc des enfants et on va devoir étudier les comportements des enfants dans les cours de récréation pour leur fournir, pour développer un nouveau goûter plus adapté. Et ben on va devoir aller dans les écoles. Ça peut être des sondages, des recherches ethnographiques, des études, des thèses qui existent, des reportages, des documentaires, bref, collecter toutes ces données terrain pour aussi reformuler le bon problème, la bonne problématique, parce qu'on a peut-être dès le début une idée, il faut absolument changer cette fonctionnalité, et en fait, on se rend compte via cette phase d'immersion que c'est pas forcément cette fonctionnalité qui pose problème, mais c'est ailleurs, d'une façon beaucoup plus large, et ça va être comment faciliter, améliorer, apporter une nouvelle expérience. Et donc, ça va permettre vraiment de formuler le bon challenge à relever. Donc, je vous ai brièvement évoqué la notion de persona. Donc, cette phase vraiment découverte, d'exploration, d'immersion, elle va vous permettre de créer des personas. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un document synthétique qui va retranscrire l'identité d'un client, d'un utilisateur type. Donc, sa fiche d'identité, son âge, son nom, sa profession, sa journée type, qu'est-ce qu'il fait comme activité, qu'est-ce qu'il aime pas, ses besoins, ses motivations, ses freins, ses problématiques, ses contraintes, ses motivations. J'ai mis deux ressources que je suis venue piocher chez Nota et UX République. Donc c'est vraiment des templates que vous pouvez remplir une fois que vous avez fait cette phase découverte d'immersion. Et donc du coup, vous allez pouvoir après garder en tête ces personas, ça va être votre cap. Alors à chaque fois que vous allez avoir des idées nouvelles, que vous allez vouloir développer des nouveaux concepts, il faudra le confronter à ce persona et dire ok, est-ce que la solution que j'ai développée, est-ce que l'idée que j'ai aujourd'hui, elle répond, elle peut s'adresser à ces personas. En général, on en a plusieurs et on peut choisir d'en sélectionner un ou quelques-uns. On peut très bien se dire, demain, la prochaine solution, je veux vraiment la focaliser, la prioriser sur uniquement le premier persona. Et par la suite, je pourrais développer, par exemple, une gamme avec d'autres produits, d'autres variantes qui vont s'adresser à d'autres personas. Et aussi, j'ai évoqué le parcours utilisateur. Donc, c'est très important. C'est un outil du UX design que j'apprécie particulièrement. Donc, d'où l'importance d'avoir un designer dans l'équipe. C'est vraiment de regarder qu'est-ce que fait l'utilisateur, le client, avant achat. Quelle est vraiment sa source d'information, où est-ce qu'il va trouver l'information, quelles sont ses influences. Ensuite, pendant l'achat, comment est-ce qu'il va acheter le produit ou le service dans l'utilisation. Quelle est son expérience d'utilisation, l'interaction, le packaging, le produit, comment est-ce qu'il va s'en servir, pourquoi. Et après, l'après-vente, est-ce qu'il est satisfait, comment est-ce qu'il range le produit, comment est-ce qu'il en parle autour de lui. Et dans ce parcours, on va pouvoir venir indiquer les émotions positives et les émotions négatives. Donc, qu'est-ce qui est vraiment bien perçu, les attitudes positives et donc du coup les sources de satisfaction qu'il va falloir conserver et améliorer. Et puis ensuite, les sources plutôt de frustration. Donc, les difficultés qu'il a rencontrées, les points de tension, où là, du coup, on va avoir une carte à jouer pour, dans le nouveau produit à créer. La carte à jouer, ça va être vraiment de répondre à ces difficultés que l'on aura identifiées au travers du parcours.
Deuxième grande étape, une fois qu'on a du coup fait notre phase d'immersion, nos personas, nos parcours, on a défini notre problématique, le challenge, et bien là du coup, on va passer à l'étape vraiment de créativité, d'idéation. Donc en général, on se réunit en équipe pluridisciplinaire élargie, donc avec des professionnels, des personnes du service client, des utilisateurs. On peut être par exemple une douzaine de personnes et ce qui est important, c'est d'avoir aussi un animateur, un facilitateur qui va organiser la séance de créativité avec plusieurs ateliers et ça va être vraiment le temps pour générer des nouvelles idées. Donc là, au début, on retrouve donc la technique du brainstorming ou purge. Donc du coup, on va vraiment sur des post-it, une idée par post-it, venir vraiment poser toutes les idées qui nous passent par la tête. Il n'y a aucune censure. On ne va pas penser contraintes techniques, est-ce que c'est bête, est-ce que c'est vraiment pertinent, etc. Pour l'instant, aucune censure, aucun jugement. Il faut poser toutes les idées, puisqu'après on va pouvoir justement créer des écosystèmes, des regroupements, et peut-être que cette idée va nous faire penser à une autre idée, etc. Il y a d'autres techniques de créativité, les techniques associatives, où je vais, par exemple, associer un objet, une thématique, une activité à la problématique pour justement créer, inspirer l'équipe. Ça peut être aussi des techniques analogiques, donc faire l'analogie avec un autre secteur d'activité. En l'occurrence, moi j'ai travaillé sur les lisseurs à cheveux, les fers à lisser, et on faisait beaucoup d'analogies sur les fers à repasser. Pourquoi? C'est parce que dans les deux cas, on utilise de la chaleur et de la vapeur. Donc du coup, il peut y avoir des similitudes qui se créent. Autre secteur d'activité, ça peut être le coaching professionnel et puis la méditation. Dans les deux, on fait un travail sur soi. Ça peut être aussi travailler pour une start-up sur l'équitation et qui fait l'analogie sur d'autres sports, comme par exemple les sports de combat. Donc, c'est trouver d'autres secteurs d'activité inspirants qui vont pouvoir nous donner des clés pour aller plus loin dans la créativité. Et puis, ça peut être aussi la méthode inversée que j'affectionne particulièrement. Ça peut être en début de créativité d'imaginer le pire scénario. En l'occurrence, je l'ai fait pour créer une nouvelle marque de cosmétiques. Donc, au lieu de demander aux participants, allez-y, quelle serait la meilleure marque de cosmétiques, qu'est-ce qu'elle devrait faire, qu'est-ce qu'elle devrait proposer, etc. C'est un peu dur de se pencher tout de suite sur cette question. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est présenter des marques de cosmétiques actuelles et après, d'imaginer le pire scénario. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pas faire pour cette marque? Qu'est-ce qui rebute le consommateur? Qu'est-ce que vraiment il faudrait éviter au maximum? Le pire scénario à créer. Et après, on renverse donc du coup le raisonnement. Et à partir des pires idées de ce qu'il faudrait vraiment pas faire, on retrouve justement des idées pertinentes, intéressantes, qui vont servir pour créer la marque, le nouveau concept. Donc cette phase vise vraiment à penser autrement, ne pas s'attacher aux méthodes classiques, mais vraiment générer un maximum d'idées répondant aux problèmes et avoir une pensée divergente et s'affranchir vraiment des contraintes au début. Ensuite, on va venir regrouper du coup les idées par bloc, par grande thématique, et on va faire le tri. On peut également donc voter les meilleures idées et celles qui sont jugées vraiment intéressantes, qui vont créer de la valeur, répondre aux problèmes, donc garder le cap avec son persona et les points de tension. On va pouvoir les maqueter, les prototyper. Donc, d'un point de vue design thinking, c'est pas forcément de les rendre fonctionnels et passer 3 semaines sur un prototype. Non, c'est le faire vraiment tout de suite avec des artefacts, des maquettes d'applications digitales, de la pâte à modeler, tout simplement. Ça peut être aussi une affiche de publicité, un storyboard, ou moi en l'occurrence, j'ai aussi travaillé avec Handicap International sur la notion des seniors et comment mieux inclure les seniors dans la ville et dans le quartier. Et donc du coup, on a travaillé avec des Legos. On s'est mis par équipe de 4, donc c'est bien de travailler sur ces projets en petite équipe, 2, 3, 4 personnes, et on a construit donc du coup la ville de demain pour mieux inclure les seniors dans la société.
Cette étape de matérialisation, c'est très important et par la suite, donc du coup, on va pouvoir travailler avec justement les équipes techniques pour explorer les solutions techniques qui vont permettre de délivrer, de faire fonctionner cette idée, ce concept. Je vous ai mis une petite ressource. Je me suis inspirée donc d'une ressource cadrage que j'appelle qu'on appelle la boussole pour préparer justement cette phase d'idéation de créativité où on rappelle justement sur quel marché on est, quelles compétences vont être nécessaires, quels moyens et bien sûr mettre tout de suite donc dans le champ le in. Qu'est-ce qu'il va être intéressant d'explorer dans cette phase de créativité? Quelles sont les thématiques nécessaires, indispensables? Au contraire, le out, qu'est-ce qui est hors champ, hors sujet? Et donc, du coup, si jamais ces thématiques hors sujet arrivent et qu'on commence à trop en parler, ça va permettre de préparer et de venir, remettre sur le droit chemin, sur les sujets plus pertinents, le groupe. Et puis ensuite, bien préparer qui est ma cible, quelle est la valeur pour ma cible, le problème à résoudre, l'intention qu'on peut du coup écrire en grand sur un grand paperboard au centre de la pièce pour l'avoir toujours en tête et de pas s'éloigner. Les intuitions sous-jacentes, donc c'est on pense que ça peut être une piste de solution, que ça peut être intéressant. Et ça, c'est important à se lister, notamment si justement on dérive ou si on n'a plus d'inspiration. Ça peut être une relance et venir du coup relancer avec des thématiques que l'on aura préparées en amont. Et à la fin, donc comme je disais, le fait de maqueter les idées jugées intéressantes, de les prototyper, ça va permettre d'enclencher directement une phase de test. Donc, test utilisateur pour les faire réagir, les confronter, créer l'interaction entre la maquette, donc le concept, et un futur utilisateur, et ce, dès en amont. Donc, le piège en général, c'est de développer une idée, de passer 3 semaines à le prototyper, de le rendre fonctionnel, et puis au bout d'un certain temps, on dépense plein de sous pour faire une étude consommateur, marketing, et on se rend compte qu'à la fin, c'est pas exactement ce qui correspond aux attentes, et donc du coup, on a perdu du temps et de l'argent. Là, l'idée, c'est vraiment de tester en amont une idée en concept, même si c'est pas fonctionnel, et justement, et du coup d'observer ce qui fonctionne dès à présent et ce qui fonctionne pas, et de collecter les observations, les pistes d'amélioration, et comme on dit en Lean Startup, de venir pivoter, modifier, implémenter le concept pour venir vraiment le façonner dès cette phase et rentrer en boucle itérative. J'améliore, je teste, j'améliore, je teste, jusqu'à ce que le concept soit naturellement adopté, validé. Donc là, par exemple, on peut prévoir une pièce dans l'entreprise dédiée pour faire venir des utilisateurs. Ça peut se faire via maquette d'application si on est sur du digital. Et pour aller plus loin dans la démarche, on peut raisonner en minimum product viable. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode MVP? C'est une méthode où on va définir et tester du coup, qu'est-ce qui est must-have, indispensable? Qu'est-ce que je dois avoir demain pour mettre mon produit sur le marché? Et qu'est-ce qui est plus nice to have, donc accessoire? Ça serait bien de l'avoir, mais si je l'ai pas, je peux quand même lancer mon projet, il est viable et on l'achètera. Et donc, du coup, de faire cette distinction, ça permet d'aller encore plus vite et de se dire, dans 2 mois, je mets mon MVP sur le marché. Oui, il pourra être amélioré, mais au moins, je suis le premier à arriver sur le marché. Je peux préempter une première cible des premiers clients. Et après, je peux construire une gamme avec plus de fonctionnalités et arriver par la suite avec des versions plus élaborées. Donc, du coup, on a bien la phase immersion, découverte, prototypage, test et itération. Et donc, le design thinking, oui, c'est une méthode qui permet de mettre en avant la créativité, mais c'est aussi une méthode source d'innovation viable. Pourquoi? C'est parce que du coup, on s'est vraiment assuré de la désirabilité du produit, de l'adéquation, du bon besoin, de la bonne attente, qui est vraiment à la base de tout. Ensuite, la faisabilité. On inclut
justement des compétences techniques, on prototype, on teste, on fait de l'exploration pour se dire ok, c'est faisable. Et quand je dis technologique, c'est pas forcément justement une avancée technique, ça peut être un nouveau packaging en papier et en papier justement biodégradable, et on va regarder si en termes de logistique à l'intérieur le produit n'est pas abîmé, si ça passe les tests de transport, etc. Donc c'est faisabilité au sens large. Et ensuite la viabilité. Est-ce que donc du coup mon produit il est désirable, il est faisable et il rencontre un marché? Est-ce que du coup il y a un potentiel business derrière? Donc c'est vraiment le résumé que j'ai mis ici. On est human oriented, user oriented, on a le bon besoin, la bonne attente, produit désirable. En phase, en termes marketing, donc du coup en phase d'attention, on va capter l'attention et du coup notre utilisateur va le considérer notre offre. Ensuite, il est faisable. Derrière, je peux délivrer la bonne logistique, la bonne technologie. Et donc, il est viable. Je peux créer un marché et donc, du coup, financièrement, créer un business model qui va être cohérent et je vais pouvoir déployer mon offre sur le marché. Donc, voilà pour ce que c'est que le design thinking, les méthodes. Et ce qui est important aussi, c'est que cette méthode, elle a le pouvoir de pensée utilisateur. C'est vraiment très intéressant, très important pour les équipes marketing et les équipes dirigeantes. Pourquoi? Donc le design thinking au service de la transformation des entreprises, le fait que ce soit centré sur l'expérience utilisateur, ça permet de maximiser les chances de succès en testant l'acceptabilité. Comme on l'a dit, je teste très tôt, en amont, l'idée, et j'attends pas de venir vraiment créer jusqu'à la fin le concept. Donc, du coup, j'ai bien cette adéquation entre besoin-attente, proposition de valeur, expérience utilisateur et bénéfice perçu. Donc ça, c'est vraiment le Graal. Et donc, la proposition de valeur, elle est très intéressante et elle va être façonnée avec ces boucles itératives à très faible coût. Pas besoin de faire un sondage sur 3000 personnes. Non, je fais venir quelques utilisateurs en amont et je façonne, je co-design, je co-construis avec eux. Ça permet de créer de nouveaux marchés en s'adaptant aux nouvelles attentes. Donc, c'est-à-dire que dans les phases d'exploration, dans les phases découvertes, on va peut-être justement découvrir des nouvelles attentes, des points de difficulté, des points de tension auxquels on n'aura pas pensé en amont, en fait, quand on aura initié la démarche. Et du coup, peut-être qu'on va créer des nouveaux produits plus rupturistes, plus innovants et créer du coup un nouveau marché. En étant concentré donc sur l'expérience utilisateur et non pas techno-oriented, l'entreprise pourra libérer son potentiel d'innovation. C'est-à-dire que quelquefois, il y a des entreprises qui vont pousser une technologie. Oui, on a vu que la technologie et de la réalité augmentée, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut trouver un marché derrière? Et c'est un peu un raisonnement à l'envers où justement, on va pas avoir cette adéquation besoin, proposition de valeur, expérience, bénéfice. Pour avoir cette adéquation, il faut vraiment penser et démarrer de l'observation du besoin, de l'attente utilisateur. C'est donc un gain d'argent puisque du coup, on va faire des tests à très faible coût et on va gagner donc du temps. Et au lieu de tout de suite créer des moules et de la production industrielle et peut-être se rendre compte à la fin que ça correspond pas vraiment à ce que le consommateur veut, et donc du coup ici on teste vraiment l'acceptation en amont et du coup on n'a pas à engendrer ces coûts financiers. Ça permet également de rassurer de potentiels investisseurs. Si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, vous avez besoin à un moment de lever des fonds, vous allez travailler en design thinking et vous allez montrer les différents prototypes, l'attractivité que ces prototypes génèrent déjà aujourd'hui et donc du coup le potentiel que vous pouvez avoir demain en l'industrialisant. On gagne donc du temps dans le développement puisque du coup on va lever tous les freins et tous les blocages en amont. Donc du coup on prend plus de temps en amont mais c'est pour en gagner après en phase de développement.
Et c'est également une stratégie, une méthode très intéressante pour la stratégie de communication et pour réduire les coûts publicitaires, puisque on priorise du coup le ciblage. Je cible 1, 2, 3 personas et non pas tout le monde. Donc du coup, par la suite, dans ma stratégie de com et de publicité, je vais pouvoir faire moins de publicité, mais mieux cibler et du coup engager et être sûr d'engager plus facilement mon cœur de cible. Et ensuite, en termes de stratégie de communication, vu que j'ai observé, questionné, exploré mes utilisateurs, je les ai peut-être même fait interagir dans les phases de co-construction et de créativité, je connais leur vocabulaire. Je connais exactement les mots qu'ils utilisent, les thématiques, les sujets qui vont capter leur attention. Donc, c'est clé après pour construire son storytelling, construire ses stratégies de communication, ses publications sur les réseaux sociaux. Et ensuite, c'est créateur d'un engagement client fort. C'est la résultante. Ensuite, pour les entreprises, qu'est-ce que ça implique du coup comme transformation, comme adaptation si le design thinking n'est aujourd'hui pas encore vraiment dans l'ADN de ces entreprises, ça implique de former et d'impliquer les collaborateurs à plus de créativité pour venir désiloter entre guillemets l'organisation et donc de travailler en équipe pluridisciplinaire de façon complémentaire. Donc avant, quand le service logistique travaillait entre eux, le service marketing entre eux, puis les ingénieurs entre eux, là il va falloir vraiment désiloter et créer des synergies, des complémentarités dans les équipes. Donc venir avec des temps dédiés, avec du coup des projets, des temps de projet, travailler en mode projet pour faire avancer justement le projet collectif. C'est être créatif et trouver donc des manières innovantes de résoudre des problèmes. Penser différemment. Pas forcément que ce qui a été fait dans le passé, mais justement penser différemment avec des temps dédiés, avec l'expérimentation, avec par exemple l'intégration, ça peut être l'intégration d'artistes, l'intégration du design fiction, d'autres activités qui vont nous permettre d'ouvrir un petit peu nos manières de penser et d'être plus créatifs. Donc, c'est la capacité à mieux collaborer, à imaginer avec de nouvelles personnes, de nouveaux projets, réfléchir à de nouveaux usages pour, du coup, créer des outils, inciter ces démarches créatives et inciter à plus donc de liberté. En matière de management, donc, c'est favoriser l'esprit d'équipe, la valorisation, la responsabilité, mais aussi la performance des collaborateurs. Et donc, j'ai vu que selon une étude Adobe, il y a 89% des répondants français qui estiment qu'une entreprise investissant dans la créativité encourage l'innovation. Donc, la créativité est un pilier, un booster pour innover. Et 80% considèrent également que cela permet d'augmenter la productivité des collaborateurs et 81% pensent que ça les rend plus heureux. Donc, de penser créativité, de penser en mode projet collaboratif, design thinking, c'est vraiment bénéfique pour l'entreprise qui va avoir des collaborateurs plus performants, plus motivés, plus heureux et qui vont du coup apprendre et travailler de manière collaborative. Bon, il y a quand même quelques limites aussi dans cette démarche du design thinking qu'il faut avoir en tête. Il faut, pour que cela se fasse dans la meilleure solution qui soit, avoir une volonté affirmée des équipes dirigeantes d'implémenter ces types de méthodes, ces méthodes génératrices d'innovation. Donc, ça nécessite peut-être de réinventer les méthodes de travail pour que dans certaines entreprises, ça soit plus facile de collaborer entre services. Donc, si, par exemple, le service logistique est pas sur le même site que le service marketing et que le service design et que les ingénieurs, ça peut poser problème. Il faut essayer de vraiment encourager ces synergies et ce mode de travail collaboratif. Il faut créer des dispositifs nécessaires pour pouvoir appliquer cette démarche. Est-ce qu'on peut avoir des salles
modulable? Est-ce qu'on peut avoir un laboratoire d'expérimentation? Est-ce qu'on peut avoir des immenses panneaux pour laisser libre, laisser aller sa créativité? Donc, c'est des dispositifs qu'il faut que l'entreprise mette en place et développe pour inciter cette méthode. Deuxièmement, acquérir une vision stratégique. Donc, comme je disais, c'est prendre un peu plus de temps en amont pour en gagner par la suite. Donc, ça nécessite de la part de l'entreprise d'avoir une vision stratégique et de donner du temps tout de suite aux collaborateurs pour pouvoir en gagner plus tard et leur permettre de travailler en mode projet et de vraiment dédier du temps à cette pensée et ces méthodes collaboratives. Ensuite, il y a on oublie parfois aussi que la part de créativité est très importante. Donc, il faut s'autoriser à penser autrement et à toutes les strates, à tous les niveaux, tous les services. Et remettre en question ses habitudes de conception. Pour ce faire, c'est souvent nécessaire d'être accompagné par donc justement un consultant en stratégie en design thinking, un facilitateur, un sprint designer qui va être là pour animer, orienter et restituer. Et ensuite, donc c'est une nouvelle démarche de création qui est aussi un process à suivre. Donc, le design thinking est libérateur d'une certaine façon, mais ça impose également des étapes à respecter, des contraintes à respecter, et il faut se l'approprier et pourquoi pas le mixer avec d'autres démarches. Je parlais du MVP, du Lean Startup, de l'effectuation pour générer donc des innovations et trouver sa méthode la plus efficace possible. Donc voilà pour le support de présentation. J'ai mis après la bibliographie et les ressources en annexe et je vais regarder vos questions que je n'ai pas pu voir. Donc il y a eu plein de questions, c'est super. Alors, du coup, un projet avec l'innovation sociale. Moi, ça me parle beaucoup l'innovation sociale parce que pour moi, c'est des innovations que j'appelle sensées, responsables. Et justement, l'innovation sociale peut se prêter tout à fait à cette méthode du design thinking en regardant quelles sont les valeurs, quelles sont les pratiques et développer des nouvelles idées qui vont responsabiliser les utilisateurs et faire sens par rapport à ces observations. Ensuite, quelle est la différence ou le lien avec l'UX design? Très bonne question. En effet, c'est vraiment lié, imbriqué, l'UX design et le design thinking. On va dire que le design thinking, ça va être une méthodologie où on peut l'utiliser, la pratiquer sans être designer et qui va venir du coup inclure et formaliser des outils du UX design, comme les personas, comme le parcours utilisateur. Donc, le UX design, c'est vraiment des outils au service de cette pensée design thinking et ces outils vont permettre justement l'adéquation entre faisabilité, viabilité et attractivité. Et oui, donc je vous enverrai la présentation et il y aura le replay. Juste Juliette, oui. me permets d'intervenir. Tu prends comme ça, on te verrait bien. Et il y a des nouvelles questions qui sont tout en bas parce qu'il y a plein de monde qui a bien aidé à répondre aux questions déjà pendant ta presse. Ah, super. Alors, comment se former au design thinking des organismes de formation à recommander? Donc, oui, il y a des organismes de formation. Notamment, vous pouvez aller voir sur le site UX Usabilis, je l'ai mis dans la bibliographie, qui propose des formations avec plusieurs parcours. Et j'aime beaucoup leur manière de penser, leur blog, leurs articles. Et après, vous pouvez aussi d'ores et déjà, via les liens que je vous ai mis, commencer à vous approprier cette démarche et les outils. Ensuite, quelle est la différence entre invention versus innovation? Également, on confond souvent les deux, pardon. Donc, invention, ça peut être en effet une nouvelle solution, un nouveau concept.
Et il y a beaucoup d'inventions et beaucoup de brevets aussi déposés sur des nouvelles inventions. Par contre, l'innovation, la différence, c'est que derrière, il y a un potentiel business, il y a un marché. Donc l'innovation, elle est vraiment dédiée à être vendue et à avoir vraiment un chiffre d'affaires qui va être généré derrière via l'innovation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Le fait de privilégier les personas, ça ne risque pas d'être discriminant. En effet, ça peut être vu comme discriminant, mais il faut, en quelque sorte, il faut cibler. On ne peut pas proposer une offre à tout le monde. On ne peut pas poser et mettre toutes les fonctionnalités possibles. Il va falloir trouver un positionnement marketing. Il va falloir trouver une cible, voire une niche. Et il y a des entreprises qui le font très bien. J'ai par exemple en tête l'idée d'une marque de cosmétiques qui a créé des crèmes solaires que pour les surfeurs. Et ça cartonne parce que justement, on peut se dire c'est hyper niche, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Et donc du coup, le fait de s'adresser vraiment à 2 personnes en priorité, ben, ça attire l'engagement et ça amène de la cohérence sur vraiment toute sa stratégie marketing par la suite. Comment on teste un service auprès de l'utilisateur ? Donc, tester un service auprès de l'utilisateur, ça se fait via la maquette ou le prototype. Donc, ça peut être un prototype, une maquette pas fonctionnelle, ça peut être un storyboard, une affiche de pub, une maquette d'une application digitale qui a été faite sur Marvel App, par exemple, qui a un très bon support. Et soit c'est du digital, donc une image, un storyboard qu'on peut envoyer par mail à des utilisateurs qu'on aura sélectionnés et qui correspondent justement à la cible, au persona, ou ça peut être, par exemple, dédié à un espace, un bureau, où on va faire venir des utilisateurs, des prospects, et on va leur mettre le produit dans les mains et les faire interagir, et leur dire, ben voilà, si tu regardes ce produit, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu l'utiliserais? Quels sont vraiment tes retours? Ensuite, la plupart des innovations sont des accidents de création et c'est l'esprit et le processus qui sont importants plus que l'arrivée. Donc, ne pas s'interdire des pistes dans l'idéation in-out pour éviter de passer à côté de l'accident innovant. En effet, le cadrage, le in et le out, peut-être que en regardant le out, on peut avoir des nouvelles idées auxquelles on n'aura pas forcément pensé. Par contre, le risque, c'est aussi de dériver sur des sujets et de perdre la problématique et le point de tension qu'on a initialement identifié et le challenge auquel on doit répondre. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce cadrage in et out, mais en phase de purge, de créativité, de brainstorming, là, il n'y a aucune censure. Il n'y a justement aucune contrainte. Donc là, ça sera vraiment le moment de tout mettre, de tout poser sur les post-it, une idée par post-it, sans aucune censure. Et donc, du coup, pourquoi pas penser à quelque chose par accident auquel on n'avait pas pensé au préalable. Ensuite, pouvez-vous nous transmettre la liste récapitulative des outils? Oui, donc je vais vous transmettre la présentation. Les outils principaux qu'on va dire accessibles, c'est vraiment donc les personas, mais ça repose sur un travail d'exploration. Donc il faut vraiment aller à la rencontre de ces utilisateurs et non utilisateurs, c'est encore plus intéressant, d'observer et de collecter vraiment une étude qualitative précise, approfondie, si on peut être encore une fois accompagné par des professionnels en sciences sociales, c'est vraiment un plus. Et ensuite, on pourra vraiment développer, construire ces personas. Son parcours utilisateur, donc qu'est-ce qu'il fait avant achat, pendant l'utilisation, après l'utilisation, vraiment détecter les points de satisfaction, les émotions positives qu'il faudra conserver, et puis les points de frustration, les émotions négatives qu'il va falloir transformer là pour le coup. Donc persona,
parcours utilisateur, c'est vraiment moi mes deux sujets du UX, mes deux outils du UX design à privilégier. Et je vous encourage vraiment à travailler avec des UX designers qui pourront aller encore plus loin dans cette réflexion et dans ces outils. Alors ensuite, pourquoi ne pas appeler persona le client type? Persona, justement, on est basé sur cette phase découverte, sur cette immersion, sur cette exploration. Donc, on va un peu plus loin, à mon sens, que le client type. On sait ce qu'il aime pas, ses activités, sa routine. On a des verbes, ce qu'on appelle aussi des verbatims. Donc, c'est plus poussé que vraiment le client type, à mon sens. Est-ce qu'on peut faire du design thinking sans designer? Alors, on peut avoir, à mon sens, cette démarche design thinking, cette vision vraiment holistique, systémique, mais si on veut vraiment l'appliquer de manière très efficace, il faut être accompagné d'un designer, à mon sens, d'où le trio designer, ingénieur et marketeur. Moi, de mon retour d'expérience, j'ai toujours travaillé avec des designers qui sont là pour justement avoir une vision plus large, pour matérialiser des idées, pour voir les points de tension, les problèmes d'ergonomie qu'un marketeur, un stratège, un ingénieur, un informaticien ne voit pas forcément. Donc, on est vraiment sur du travail collaboratif pluridisciplinaire. Une personne extérieure est-elle plus adaptée pour justement avoir une vision 360? Oui, tout à fait. C'est très important d'avoir des temps en équipe élargie avec des personnes qui vont avoir un regard neuf, qui vont avoir une prise de recul et une vision du coup 360. Donc, c'est les fameux temps de créativité, les workshops de créativité où on va inclure d'autres personnes, d'autres professionnels qui gravitent autour dans l'écosystème, donc d'autres marketeurs qui vont travailler sur justement des secteurs d'activité proches, des professionnels qui vont être au contact, je vais dire par exemple des professionnels de la santé, des dermatologues, des coiffeurs, des nutritionnistes, pourquoi pas des professeurs, voilà, des professionnels qui vont avoir un recul sur le sujet que nous, on n'aura plus puisqu'on est trop dedans dans le projet. Donc, c'est très important. Et puis, pourquoi pas faire du co-design, donc de la co-construction, en venant intégrer un utilisateur. Par exemple, j'ai fait une séance donc de créativité avec une blogueuse qui est aussi coiffeuse. Et ça a été hyper riche parce qu'en tant que blogueuse influenceuse, elle est au contact direct via les réseaux sociaux avec les clients. Donc au quotidien, on lui pose des questions et elle est au courant de toutes les difficultés que les hommes, les femmes rencontrent dans leur routine de coiffure. Et ça a été hyper riche d'avoir sa vision. Et puis, elle avait la double casquette coiffeuse. Donc, du coup, en plus, elle pouvait nous donner, elle, ses techniques manuelles en tant que professionnelle qu'on pouvait peut-être reproduire différemment, automatiser, améliorer avec des appareils plus sophistiqués par la suite. Ensuite, quels sont les outils les super utilisés en fonction des différentes étapes? Donc, en phase d'empathie, d'immersion, d'exploration, on va être vraiment sur une étude moins générale. Je travaille avec PowerPoint où on va vraiment retranscrire via des verbatims, via un écosystème des parties prenantes, les interactions de l'utilisateur. On va pouvoir aussi collecter tous les produits, les services, les applications, les sources d'informations, les sources d'influence qui sont présentes et qui sont importantes pour le consommateur, l'utilisateur. On va aussi pouvoir matérialiser donc le parcours. Qu'est-ce qu'on va pouvoir matérialiser dans l'étude? Les valeurs, le système de valeurs qui sont très importantes. On va pouvoir matérialiser les pratiques, l'ordre, dans quel ordre, et vraiment retranscrire en fait le raisonnement, les objectifs d'action de l'utilisateur. Donc principalement du PowerPoint avec des schémas, essayer de faire quelque chose de très visuel pour la première partie d'immersion.
inclure les personas, inclure donc le parcours. Ensuite, en phase de créativité, les supports. Donc forcément, on a du post-it et c'est très intéressant de les mettre sur un grand mur ou un grand panneau, grand paperboard, et après de venir les classer par grandes thématiques, par sous-groupe. Donc souvent, on va avoir des idées un peu différentes, mais sur un même sujet ou une même technologie. Et donc du coup, on va pouvoir les classer par grandes thématiques et venir enrichir. Et donc du coup, sur la base de ces comment on pourrait dire, de ces groupes, on va pouvoir construire un concept et passer au-delà de l'idée en se disant bon bah qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que ce produit ou ce service va délivrer, quelle est son utilité, quel est le bénéfice perçu par l'utilisateur si je propose ce concept, et puis quel est du coup après moi, mon métier et comment est-ce que je peux créer de la valeur, est-ce que ça rentre dans ma personnalité de marque, mon image de marque, et comment après je vais créer de la valeur via cette utilité, ce concept. Donc on a des fiches, je vous l'ai pas mis, mais en effet, je pourrais vous le mettre, des fiches de concept où on met bien, donc du coup on résume bien, ce concept va délivrer ça, il est utile puisqu'il fait ça, et donc du coup en termes de bénéfices perçus, je vais avoir cette expérience, et ça permet vraiment voilà de résumer en une seule fiche le concept qui sera par la suite matérialisé. Donc les supports, après forcément c'est de la matérialisation. Donc comme j'ai dit, pâte à modeler, Lego, prenez une caisse de bricolage et vous pouvez matérialiser. Ça peut être après un storyboard, une affiche, voilà. Et passer après en phase de test. Qu'est-ce que je peux ensuite vous dire? Quel est le bon équilibre entre trop déléguer la conception aux utilisateurs et le rôle des experts? Alors pour moi, les utilisateurs, c'est quelqu'un d'extérieur qui va avoir un regard neuf et qui va inciter, qui va proposer, qui va mettre le doigt sur des difficultés qu'on n'aura pas eues et justement des points positifs qu'il va falloir valoriser. Donc il est là en regard extérieur, mais le trio, vraiment l'équipe, le marketeur, l'ingénieur, le designer, doit garder la responsabilité de son concept, et il doit vraiment garder et ne pas trop, en effet, déléguer l'identité de son concept en gardant le cap. Est-ce que ça répond bien à mon persona? Est-ce que ça répond bien au challenge, à la problématique, au point de tension observé? Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez déjà mis en place le design thinking? Peut-on faire un projet de design thinking à distance? C'est pas facile, mais justement, c'est l'occasion d'essayer. En tout cas, merci beaucoup, Juliette, pour ta présentation. Merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas à ajouter Juliette sur LinkedIn si vous n'êtes pas encore en contact avec elle. Comme ça, vous pourrez continuer la discussion là-dessus. Je vous rappelle que si c'est quelque chose qui vous intéresse, Juliette, en fait, elle est indépendante et elle propose ça comme prestation. Donc, n'hésitez pas à la consulter si vous voulez peut-être aller un peu plus loin. En tout cas, voilà, c'est une démarche très intéressante. Pour le petit retour d'expérience donc chez Pilotine, on est en train de mettre en place un petit peu ces process, mais on en est vraiment qu'au début. On fait quelques petits tests utilisateurs avant de travailler sur le concept d'un site, en livraison de site web ou autre. Et là, la démarche que tu as pu proposer, effectivement, est encore plus qualitative. Donc voilà, nous, on trouvait ça intéressant d'inviter Juliette aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir animé ce webinaire et de nous avoir partagé tes différentes expériences. C'est très enrichissant, je pense, pour les gens qui participaient comme pour nous. Donc voilà, j'espère que ça donnera des choses intéressantes. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, vous pourrez retrouver Juliette ou moi-même sur LinkedIn pour la suite. Merci beaucoup. Et vous recevrez du coup tout le replay et la présentation de Juliette d'ici 2 heures dans votre boîte mail. Merci Juliette. Merci. À plus. Ciao. Au revoir.